Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour Lexi. Bonjour. Bienvenue au Comptoir des mots et dans le podcast Girls Power. Alors, à la base, je pensais que les transidentités ne me concernaient pas. D'une part, parce que je suis ce qu'on appelle cisgenre, c'est-à-dire que le genre qu'on m'a assigné à ma naissance me correspond. D'autre part, parce que je ne connais pas de personnes trans. Bien évidemment, j'avais grandement tort. Il a fallu une lecture, celle d'un roman de Léonore de Recondo, qui s'intitule Point cardinal, pour que je comprenne ce que ça pouvait être, de ressentir un écart entre ce qu'on est et comment les autres nous perçoivent. Et encore, heureusement que c'était Léonore de Recondo, dont je lis chaque roman, parce qu'elle écrit remarquablement bien, sinon je ne l'aurais même pas lu, c'est dire. Et puis, il y a eu cette table ronde, animée par Lorraine Bastide en 2019, c'était le festival Gang of Witches, où tu étais l'invitée, et où j'ai entendu ton discours, qui était fort intelligent, et qui m'a fait comprendre un peu plus l'ampleur du désastre de mon ignorance et de mes préjugés. Mais c'était salutaire. Heureusement pour moi, tu écris sur ton compte Instagram des textes pédagogiques qui font percuter des gens non éduqués comme moi, mais qui ont envie de comprendre. Et tu viens justement d'écrire un livre qui s'appelle Une histoire de genre, genre étant au pluriel, un guide pour comprendre et défendre les transidentités publié par Marabout. Comme le but de Girls Power est d'explorer les différentes facettes des féminismes et des femmes, je me suis dit que c'était l'occasion pour t'inviter. Et merci pour cette invitation. Alors, avant de parler de ton livre, je voulais commencer par toi. J'ai vu que tu as fait l'école du Louvre. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi cette orientation ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces études-là ? En fait, dans mon parcours personnel, avant de me comprendre moi-même, l'une des voies de secours que j'avais, c'était de performer académiquement. Ça a vraiment été quelque chose dans lequel je me suis entièrement investie parce que je me rendais bien compte qu'en dehors de ça, j'avais un certain nombre de choses à réfléchir qui étaient difficiles à aborder, pour lesquelles j'avais pas des clés, qui étaient liées à des très enracinées, liées à mon identité, et vraiment mes études ont été vraiment une voie de secours. L'école du Louvre en particulier, parce que l'art m'a vraiment toujours aidé. Pouvoir regarder, pouvoir comprendre, pouvoir lire des images, pouvoir comprendre des contextes historiques qui sont pas du tout le nôtre, ça m'a toujours donné l'impression de déjà un vrai plaisir esthétique, un plaisir visuel qui était une vraie source d'apaisement. Et puis en plus, cette capacité à comprendre l'autre, à comprendre l'ailleurs dans une certaine mesure, intellectuellement, ça a été aussi utile, je pense, pour comprendre que tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut le croire. Et je crois que ça m'a amené d'une certaine façon, à pouvoir aussi avoir un contexte où je pouvais aussi, pour moi-même, avoir besoin, de décortiquer les choses, de les analyser. Donc, parce que l'histoire de l'art, en tout cas, comme je l'ai abordé, comme j'ai eu la chance que mes profs l'abordent, a toujours été une discipline très humaine. Donc ça m'a aidé. Et puis l'école du Louvre en particulier, c'est un peu justement dans l'idée de faire de l'histoire de l'art un peu le saint Graal en quelque sorte. J'en ai toujours entendu parler comme d'un espace particulièrement prestigieux aussi, où les programmes étaient beaucoup plus complets que la fac. J'ai fait un peu de fac avant d'entrer à l'école du Louvre, et juste par exemple en termes de programme sur l'Antiquité, j'avais vu que de la Grèce, alors qu'il y a quand même tellement d'autres choses. L'école du Louvre a un programme qui est certainement le plus complet qui existe aujourd'hui, et ça a été un vrai bonheur justement de pouvoir découvrir des régions hors d'Europe. C'est vraiment, autant humainement c'est assez difficile à vivre comme école, c'est très intensif, c'est très exigeant, mais pour vraiment les connaissances que ça apporte et l'ouverture sur plein d'autres choses, c'est merveilleux, quoi. C'était un vrai plaisir. Et alors, tu as lancé ton compte Instagram il y a 2 ans maintenant. Un peu plus, ouais. Un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce compte-là ? Un sentiment de solitude
et une solitude en fait face à de la violence au quotidien. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais fait mon coming out à ma famille, à mes proches. Je commençais aussi à me lancer dans ma transition médicale et en fait, dans mon quotidien, dans ma sociabilisation, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à être confrontée à la transphobie, dans ce qu'elle peut avoir de plus violent, et sur les réseaux sociaux, à la poste, en faisant mes courses, j'entendais des choses, que je pensais jamais pouvoir entendre, des menaces de viol, des menaces de mort, et c'est vrai que quand on se rend compte que ce qu'on est peut entraîner ce genre de propos, ce genre d'idées. C'est vraiment, je pensais pas. Je pensais pas. Je pensais bien sûr qu'il y aurait des moqueries de la... Oui, ça je m'y attendais, mais à ce point-là et des choses aussi injustement violentes. Et de fait, à l'époque, j'avais pas encore vraiment de contact au quotidien avec la communauté, avec d'autres personnes trans, et du coup être seule avec cette violence, le fait de montrer les messages, c'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram. Au début, c'était vraiment pour montrer tous les messages que je pouvais recevoir. C'était un peu, ça avait quelque chose de thérapeutique. Ouais. Et puis finalement, ça a marché. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir ma maman qui lirait, des potes, mais rien de plus. Et en fait, rapidement, d'autres personnes trans ont commenté, ont aussi expliqué que elles aussi pouvaient recevoir ce genre de choses, et en fait, comprendre que ça fait système, ça m'a un peu donné envie de parler d'autres choses, de décortiquer justement ce système et pas juste de rester dans ce truc très individuel de regarder, j'ai reçu ça, c'est trop triste. Ouais. Ce qui est vrai, c'est trop triste, c'est tragique, ça devrait pas exister, mais voilà, en faire quelque chose de plus sociologique. Ouais, de montrer qu'en fait, effectivement, ce que tu dis quand tu parles du fait que c'est un système, de montrer que c'est beaucoup plus vaste, que toi tu n'es pas un cas isolé pour avoir reçu ce genre de menaces, et qu'en fait c'est... Et après, il y a eu aussi le volet où, au-delà de la question des violences et de ce système de transphobie, j'ai aussi eu envie de pouvoir créer un espace qui n'était pas que ça, parce que des jeunes personnes trans s'y abonnaient. Et en fait, je voulais pas que sur cette plateforme, elles soient confrontées que à ça et qu'elles aient l'impression que ça n'était que ça, être trans. D'où le fait que je me suis aussi mis à parler d'histoire, c'est aussi un peu une déformation professionnelle, j'avoue, à montrer aussi, à partager des anecdotes un peu positives d'autres personnes trans. Voilà, il y avait cette volonté un peu de donner une image de ce que ça peut être trans aujourd'hui en France en 2020, 2019, 2018, 2021. Voilà. Ouais. Et alors, par rapport au livre, comment est-ce que c'est né l'idée du projet du livre ? C'est né du fait que j'ai eu énormément de chance. Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, mais en fait, on est vraiment venu me proposer d'écrire le livre. Ça a d'abord été sans vrai lien avec une maison d'édition en particulier. On m'a proposé d'amener une idée de ce que ça pouvait être. Et ensuite, mon agente littéraire, Ariane Geffard, a proposé à plusieurs éditeurs, éditrices, et Olivia, qui est chez Marabout, a tout de suite dit qu'elle voulait absolument s'en occuper. Donc ça s'est fait comme ça. C'était très surprenant parce que, avec l'habitude d'écrire, avec aussi mon rapport au monde académique, l'idée de publication, je l'avais un peu en tête. Mais je pensais que ça se ferait dans 5, 10, 15 ans peut-être. Donc ça a été très surprenant. Le processus d'écriture en lui-même était plus facile que ce que je pensais, à vrai dire, parce que j'avais cette image un peu poétique, un peu romantique d'écrire en regardant dans le lointain. En fait, c'était très concret et très proche de ce que je faisais en histoire de l'art, vraiment la recherche, le fond d'archives, les sources, la mise en forme. Donc voilà, j'étais assez à l'aise. Ça a été aussi beaucoup plus solitaire que ce que je pensais. Ça a été un vrai... Bon, il y a aussi eu la pandémie qui s'en est mêlée, clairement, ça n'a pas aidé. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai aussi eu la chance d'avoir le contrôle complet des idées. Pas de contraintes, si ce n'est que... en lien avec le compte en lui-même, le compte Instagram, on m'a dit que la seule chose qui était un peu cherchée, c'était qu'il y ait le double niveau de lecture pour des personnes trans, pour des personnes cisgenres. Alors sur Instagram, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre parce que comme je poste à chaque fois trois publications,
Il y en a une qui peut être dédiée aux personnes trans, une plutôt aux alliés, ça cohabite. Là, il y a vraiment eu quand on a pensé la structure, il y a eu besoin de se dire comment on fait. Est-ce qu'on fait une partie pour les personnes trans, une partie pour les alliés? Est-ce que dans chaque chapitre, on fait ces deux parties? Donc ça a été un peu plus de travail. Ensuite, pour le ton, j'ai eu la chance justement d'avoir dans la maison d'édition des personnes pas concernées qui n'avaient pas forcément de formation, qui du coup en relisant ont pu dire bon bah là j'ai besoin d'un peu plus d'aide. Parce que mine de rien, c'est facile d'oublier, ce qui n'est pas évident. Ouais. Parce que tout le vocabulaire. ouais, bah oui, c'est ça. Quand on milite, quand on est concerné soi-même, évidemment, il y a aussi, et ça, je crois que c'est important de le rappeler, il y a tout un chemin d'apprentissage où on sait pas les choses spontanément. Mais une fois qu'on les sait, qu'on vit avec, qu'on les manipule au quotidien, oui, on peut se dire que c'est un peu évident. Et donc voilà, cette petite piqûre de rappel, elle était utile. Ouais, je me demandais justement parce que quand j'ai vu le livre, j'ai vu que c'était très nourri effectivement, et je me suis demandé si toi ça a été évident de choisir cet angle, tu vois, d'essai avec un travail de recherche, ou est-ce que tu avais hésité avec une forme de témoignage un peu plus personnel? Non, ça a été, moi le témoignage honnêtement, j'y ai pas du tout pensé parce que je me disais que ça serait pas intéressant. et puis le but c'était quand même de garder l'identité du conte, où effectivement il y a du témoignage et on l'a retranscrit avec l'alternance entre du passage très factuel, troisième personne du singulier et des moments où c'est moi qui parle. Mais non, on voulait vraiment un essai. Après, le fait que ce soit sourcé, ça s'est imposé, c'est que je voulais vraiment pas risquer que le livre ait pas l'air sérieux. En français, sous ce format-ci, c'est un peu une première. Donc je voulais vraiment pas risquer que ça ait pas l'air solide, ça ait pas l'air scientifique. Donc ça, c'était vraiment nécessaire qu'il y ait un travail de source derrière, ce qui n'était pas facile à faire. Je me suis retrouvée des fois je m'en suis doutée, à lire des articles sur les hormones en hollandais à 3h du matin. Voilà, c'est pas toujours simple, mais on a réussi. Comment est-ce que tu penses on y reviendra après sur les références, mais comment est-ce que tu considères justement le livre, le format papier par rapport au conte? Est-ce que tu penses que je crois que c'est complémentaire. Je crois que c'est complémentaire. Instagram, au début, ça a été une évidence parce que j'avais pas d'autres outils. Et que c'est aussi une façon d'avoir le contrôle complet de la narration. Il y a aussi quelque chose de très graphique, avec plein de possibilités. On peut montrer des choses avec des photos. On peut... ça permet des choses très expressives dans la forme, donc c'était assez chouette. C'est aussi l'une des seules plateformes, un des seuls réseaux sociaux avec lesquels je suis à l'aise. Twitter, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Tumblr, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc au début, c'est venu de soi, Instagram. Le fait est que c'est vraiment utile parce qu'on est plein de personnes trans à l'utiliser comme un outil militant avec des communautés qui sont de plus en plus nombreuses. Je pense à des comptes comme Bienveillance en spray qui fait un format bande dessinée, donc complètement différent. À Salin Léon qui est un militant suisse qui lui utilise beaucoup plus la photo et l'image de lui-même. Donc il y a une vraie complémentarité sur Instagram qui existe et c'est super. La prolongation par le papier, je me dis que c'est une façon de toucher d'autres publics, de créer aussi une archive, parce que mine de rien, Instagram, ça garde de la trace, mais après ça c'est peut-être vraiment que moi, j'ai toujours un sentiment d'incertitude et de quelque chose qui va finir par disparaître, alors que le livre, bon, c'est aussi mon attachement d'historienne, voilà, c'est là, c'est concret. Et c'est aussi un plaisir de pouvoir faire un livre parce que, et ça aussi c'est très personnel, j'aime les livres, c'est des objets, je trouve que ça élève, c'est beau, ça fait plaisir, donc voilà, les deux se complètent très bien, je trouve, et j'espère que ça permettra d'autres initiatives et d'autres formes et d'autres propositions à d'autres personnes trans aussi, donc voilà. Ouais, je pense que c'est très juste parce que si ton livre marche, si on le voit partout, en librairie, en bibliothèque, etc., que c'est un succès, Marabout, on aura envie d'en publier d'autres, et d'autres, ça pourra inspirer d'autres éditeurs, d'autres éditrices, qui offriront du coup un espace de parole différent. Et je crois aussi que ça peut faire un cercle vertueux. J'espère, je pense aussi que ça peut fonctionner comme ça, et d'autant plus qu'on est quand même dans une dynamique où la présence des personnes trans, et en tout cas la curiosité pour les personnes trans, elle crée de plus en plus de formats, des documentaires, il y en a de plus en plus, mais c'est encore trop peu fait par des personnes trans, ce qui est quand même un enjeu central. Donc j'espère que ça peut être une petite pierre dans un bel édifice.
Ouais, et puis l'aspect archive, on en parlait avec Bibia Pavard et Florence Rochefort, parce qu'elles ont publié le livre, du coup, Ne nous libérez pas, on s'en charge, sur l'histoire des féminismes, et elles ont été confrontées effectivement à ce problème de ne pas forcément retrouver les archives, et elles en parlaient à la fin en disant, mais aujourd'hui, vous, dans le public qui était là, militants, pensez à archiver, à faire des captures d'écran, à garder vos textes, ceux que vous publiez du coup sur les réseaux sociaux, parce que ça peut disparaître très vite, et on a besoin en fait de conserver des traces. C'est un enjeu qui est à la fois politique et qui a des répercussions juste très humaines. Honnêtement, moi je vois à quel point c'est difficile, encore une fois dans le domaine de l'histoire, de trouver des traces, alors qu'elles sont là. Elles sont là, mais elles ont jamais été lues pour ce qu'elles étaient, ou alors juste il n'y a pas eu le temps de les dépouiller, parce que ça aussi c'est un vrai problème dans le travail dans les fonds d'archives. Et en fait, c'est un travail de relecture qui fait questionner sur qui a écrit l'histoire, comment a été écrite l'histoire, qui montre aussi le besoin d'une vraie pluridisciplinarité, la présence de personnes concernées encore et toujours, ça c'est de toute façon on s'évertue à le répéter. Et ça, mais il faut, parce qu'on n'a pas forcément conscience du fait, on parle d'histoire comme d'une science, avec une soi-disant objectivité, qui n'est pas du tout le cas. Non, ça l'est pas, mais ça l'est pas. Et sur les questions de genre, c'est fou de voir à quel point justement l'histoire c'est pas objectif, la biologie c'est pas objectif, la médecine c'est pas objectif. Et personnellement, justement, trouver des traces de personnes trans dans l'histoire, même européenne, à l'époque médiévale, ça a été tellement empouvoirant. Parce que au quotidien, on peut tellement facilement se demander si on existe et si on a le droit d'exister, que quand on se dit ah oui, donc au XIVe siècle à Londres, effectivement, il y a un procès d'une femme trans, même pas parce qu'elle est trans. Voilà, on a tellement un rapport où ce qui est ancien est plus légitime, que effectivement d'un seul coup c'est quand même fort. C'est pour ça que je crois que c'est un outil dont il faut s'emparer. C'est pour ça que je tenais à faire un chapitre là-dessus d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure. Sur les références, tu cites beaucoup de références qui sont traduites effectivement, entre autres de l'anglais, ce qui est extrêmement révélateur, parce que ça veut dire que il y a très peu de recherches et d'ouvrages sur les transidentités qui existent en France. Alors comment du coup tu as fait pour trouver ces informations-là ? Le fait est que en 2 ans de travail sur Instagram, j'avais déjà quand même quelques notions, je savais un peu où chercher, je connaissais déjà quelques auteurs, autrices qui avaient un peu publié. Mais oui, en français, en fait, on a du témoignage. On a de l'autobiographie, on a de la compilation de témoignages, parce que encore une fois, on a trop déjà la culture académique a trop l'impression que ça n'est pas un sujet qui doit être rendu scientifique, que c'est trop de l'ordre du sentiment individuel, et que ce qu'on veut montrer des personnes trans, c'est l'anecdote un peu larmoyante, et que du coup c'est le témoignage qui est intéressant pour ça, alors qu'en fait il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques derrière, donc et que encore une fois ça parle de la construction d'une société, des normes qui la compose, et que c'est complètement de la sociologie. Tu as des chapitres sur les spécificités des vies des personnes trans aujourd'hui, de stigmatisation, de l'absence de portrait type. C'est quoi les réalités des personnes trans aujourd'hui en France ? Je crois que c'est, si on devait synthétiser à une seule chose, c'est un peu le manque de recul et le manque d'une approche qui est pertinente en fait sur les personnes trans. Que la base c'est vraiment ça, c'est qu'on ne sait pas comment parler de transidentité quand on ne l'est pas soi-même. Parce que souvent on nous demande ce que c'est une personne trans, une définition, mais en fait au-delà, alors là elle est nécessaire, c'est une première approche, mais au-delà de la définition, ce qui fait sens et ce qui permet vraiment d'aborder les enjeux, encore une fois, politiques, économiques, culturels, médicaux, c'est pas fondamentalement la définition de la transidentité, mais c'est les dynamiques que ça implique. Et la confrontation aux transphobie, à quel point ça fait encore une fois système et ça touche toutes les strates de la société. Je crois que c'est ça, c'est que si on... Et aussi le fait que ça concerne les personnes cisgenres. Et que c'est pas encore une fois une question de l'anecdote individuelle, des cas isolés, mais que c'est une question de société générale, voilà. Pourquoi est-ce que le vocabulaire est-il, je cite un de tes chapitres, une arme de bienveillance ou de violence massive ? Pourquoi est-ce que les mots sont importants ? Parce que
parce que le mot, il donne une existence, il donne une vérité, et qu'en même temps, le mot, il a un sens très précis, et que de fait, ne pas connaître le sens précis d'un mot, c'est potentiellement utiliser des passifs sociaux, historiques, culturels qui sont extrêmement violents. Par exemple, autour des transidentités, le mot transsexuel, je crois que c'est celui qui, quand on lit trans, est le plus convoqué dans un inconscient collectif, alors qu'il est en fait porteur d'une histoire qui fait des personnes trans des malades, en fait, des malades, des personnes à contrôler, des personnes à enfermer, des personnes. Parce que tu l'explicites effectivement dans ton. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien, justement, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le mot transsexuel, le passif de maladie? Le mot transsexuel et le transsexualisme, c'est vraiment la maladie mentale telle qu'elle est décrite quand on commence à s'intéresser à ce que sont les personnes trans au début des années 50, 60 surtout. Encore que dans les années 40, ça commence un peu en Europe. Et vraiment, l'approche à l'époque, et l'approche qui a fondé même les premiers mots pour nous décrire, elle est celle de psychiatres qui nous voient comme des erreurs de système, des erreurs de la nature, et qui cherchent à nous guérir, à nous corriger. Et en fait, ce sens-ci, il a continué dans les années 80, 90. Donc, son historique, d'où il vient, par qui il a été pensé, on est complètement dans une histoire de contrôle, on est complètement dans une histoire d'aliénation d'une réalité qui pourtant a toujours existé. On est vraiment dans le contraire de l'autodétermination, de la bienveillance, et en plus de ça, c'est pas un mot qui est très pertinent, puisque transsexuel, c'est quelqu'un qui, au sens strict, a changé de sexe, ce qui est possible, les chirurgies elles existent, mais c'est une hyper minorité dans la communauté trans, et la base de la question de trans, c'est le genre, c'est pas tellement la biologie. Donc effectivement, les mots peuvent, quand on est conscient d'à quel point de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont, d'où ils viennent, ça peut être tellement violent à entendre. Alors qu'au contraire, créer de nouvelles habitudes de langage, le fait de demander les pronoms, c'est tellement le signe d'une conscience et d'une volonté de comprendre la diversité, d'inclure la diversité, que là, ça fait vraiment. Je pense qu'on est beaucoup de personnes trans quand on est témoin de ces réflexes, de cette bienveillance-là, on a envie de dire merci. Alors qu'en fait, finalement, c'est un peu... Ça devrait être normal. Ça le sera dans quelques années. On n'y est pas encore, mais effectivement... J'en suis certaine. Mais ça, tu vois, c'est un truc que j'ai appris effectivement en te lisant. C'est d'oser demander les pronoms de quelqu'un. En fait, quand on ne sait pas... Je comprends que c'est très anti-intuitif. Et d'ailleurs, même dans la communauté trans, ça fait débat. Il y a beaucoup de personnes trans qui disent bah oui, mais en fait, je transitionne. C'est pas pour que on continue à douter de qui je suis en me demandant. Donc voilà, c'est une position. Enfin, ça fait débat. Moi, je crois que c'est un réflexe qu'il est important au moins de connaître. Et puis finalement, on peut juste écouter comment une personne se genre et faire pareil. Donc voilà, il y a plein de petites astuces. Mais notamment, depuis quelque temps, on voit effectivement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, l'apparition des pronoms qui sont inscrits sur les profils et l'importance pour les personnes cis de le faire aussi. Oui, oui, parce que ça crée le réflexe et ça crée l'idée que finalement le genre d'une personne, il se voit pas. Ce qui est vrai, il y a des personnes, des femmes cisgenres qui ont une apparence qui inclut tous les codes qu'on va définir comme d'habitude masculins. Ça veut pas dire qu'elle est trans. Donc, le genre, il se voit pas spontanément. Un vêtement n'est pas le vêtement, il a pas de genre, c'est du tissu. Donc, voilà. Et que ce qui compte, c'est ce que la personne, elle dit. C'est ce que la personne est. C'est ce qu'elle affirme socialement. Qui est une réalité objective. Voilà, c'est juste ce qu'elle est. Et du coup, c'est ça qui doit compter. Et c'est par le fait aussi de le dire, de l'écrire, il y a justement cet acte de réappropriation de soi, de réaffirmation de soi qui est hyper importante. Et c'est là où justement ça concerne aussi les personnes cisgenres, c'est que finalement, je crois que les normes de genre, elles sont tellement contraignantes pour à peu près tout le monde que c'est des habitudes qui peuvent être utiles à tout le monde. Non, attends, parce que du coup, j'ai pensé à 40 000 trucs pendant que tu me disais en me disant « Ah, mais attends, il y a ça aussi qui est hyper intéressant dans ce que tu dis. »
Est-ce que toi, par rapport à l'écriture inclusive, donc ton livre est écrit en écriture inclusive, tu expliques les différentes formes qu'il peut y avoir, par exemple, entre le YEL, AOL, AL, etc. Alors dans l'introduction, il y a effectivement une explication du système d'écriture avec la forme neutre. J'avais très peur que ce soit pas accessible et les retours que j'en ai, apparemment, ça se lit bien. Et après, il y a dans le chapitre sur les questions de langage toute une petite description des spécificités d'inclusivité des personnes trans, avec effectivement ce qu'on appelle les néopronoms. Yel, il y en a plein. Yel est le plus utilisé en français, mais Yel, il y a Ol, il y a Ul, il y en a plein. En expliquant à quel point c'est pas que des nouveautés, parce que notamment en anglais, la forme plurielle qui est le they, Shakespeare il l'utilisait. Donc pareil pour la question. Donc ça date pas d'hier. Non, clairement pas. Et ce n'est pas une mode. Non plus. Mais pareil en français, en fait, la question qui est, moi, à mon sens, complètement liée, la question de la féminisation de noms de métiers. On se hérisse en disant c'est tellement moche, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Oui, enfin, sous Louis XIV, il y a un dictionnaire qui est publié dans lequel le mot peintresse, il est là, donc. Arrêtons-nous là-dessus. Juste. Ouais. Louis XIV. Le mot peintresse existait déjà, tout comme le mot autrice, qui existait depuis des siècles. Et on rappelle que plein de personnes qui pensent que c'est une aberration considéreront que le siècle de Louis XIV, c'est un peu le sommet de notre culture, donc réfléchissez là-dessus. C'est intéressant d'ailleurs, tu en parles au début justement du livre, où tu parles du ballet et de la chaussure à talons. Oui. Parce qu'en fait, la chaussure à talons n'était pas réservée. C'était très masculin. C'était très très masculin, c'était lié effectivement à la danse, au ballet qui encore une fois est très masculine et qui est même considérée comme une sorte de préparation à la guerre, préparation physique à la guerre. Tellement c'est dur. Ouais, à l'époque il paraît très très dur. Bon, ça l'est encore clairement, mais ça a complètement changé. Et à l'époque, c'est effectivement de l'exercice musculaire un peu de force. Donc oui, et aujourd'hui, quand on pense danse classique, quand on pense ballet, on a une image de féminité qui s'impose. Ouais. Quand on pense aux talons, pareil, je crois qu'il y a très peu de boutiques de chaussures qui proposent des talons pour hommes, alors qu'à la base, c'est un marqueur de statut d'une aristocratie masculine. Donc ouais, comme quoi ça tout bouge, est très relatif, tout a bougé tout le temps, ouais. Qu'est-ce que le relativisme culturel ? Le relativisme culturel, c'est une attitude, ou plutôt une position intellectuelle qui estime qu'il n'y a pas de vérité universelle dans la construction des sociétés, dans comment les sociétés doivent se structurer, mais qui met aussi sur un pied d'égalité absolue les différentes cultures, les différentes constructions sociales, et qui s'oppose en fait à une idée que, au contraire, certaines cultures sont plus sophistiquées que d'autres, sont plus abouties que d'autres, sont plus avancées scientifiquement que d'autres. Et ça, c'est complètement hérité de toute une histoire de colonisation qui fait de la société occidentale le modèle à atteindre. En fait, le relativisme culturel, c'est de se dire que ce qui existe chez nous n'existe pas forcément ailleurs, mais que ça se vaut, en fait. Et en termes de genre, c'est particulièrement important parce que, encore une fois, dans tout ce processus de colonisation, on a importé notre structure de genre avec la binarité homme-femme, on a importé la division des espaces, l'attribution de certaines activités. Oui, et puis même les femmes n'ont pas accès à certaines activités, à certains espaces publics. Donc, alors que avant ça, il y a plein de sociétés où il y a eu plein de sociétés en Polynésie, en Asie, qui étaient matriarcales, qui étaient matrilinéaires. Et en fait, ce relativisme culturel, c'est déjà de le voir, de le rappeler, de faire des recherches qui sont pas marquées par le sceau de la comparaison avec ce qu'on a nous. Donc, je crois que c'est la clé pour résoudre pas mal de soucis qu'on a avec d'autres religions, d'autres sociétés, et qui nous traînent bien vers le bas, je crois. Ouais. D'avoir une lecture qui sorte un peu de... Ouais, la comparaison, je crois qu'elle est... depuis le 19e siècle, on l'a beaucoup fait, et ça a détruit beaucoup de choses, et ça a entraîné des systèmes d'exploitation, de destruction des corps, de destruction des héritages. Je suis clairement pas la plus légitime à parler de ça, mais ouais, c'est pas une attitude très saine, c'est pas une attitude très bienveillante, c'est pas une attitude très juste aussi, parce que en fait,
Ouais, ne serait-ce qu'en termes d'histoire, Oui, ça bien crée sûr. des angles morts Bien sûr. incroyables. Donc, oui. Quand bien même on se poserait dans une certaine position de scientifique et d'avoir un travail un peu complet, et ben en fait ça l'est pas si on garde cette grille de lecture là. En fait, on a direct des a priori et effectivement des pans entiers d'histoire qui disparaissent. Ouais, ça a été si on choisit d'avoir en partie volontaire aussi, hein. Faut pas se leurrer. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, moi j'ai retenu les Salzikrum. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui sont Salzikrum? A priori, ce sont les premières personnes trans connues, documentées de l'histoire. On est, pour ce qui est du contexte, on est aux alentours de moins 1780 avant Jésus-Christ, dans l'Empire de Babylone, donc en Mésopotamie, c'est l'actuel Irak. Et à cette époque, on a une activité législative extrêmement importante de la part des pouvoirs, dans un contexte aussi où les villes s'affirment beaucoup. Et l'une de ces initiatives légales, c'est le Code d'Hammurabi. C'est une grande stèle sur laquelle le souverain Hammurabi a fait dresser notamment une liste de punitions liées, selon les différents délits. Et ce qu'on appelle la loi du talion, en fait, elle est décrite et ça vient du Code d'Hammurabi. Et ça édicte aussi les différents droits, notamment en termes d'héritage des membres de la société babylonienne. On parle des femmes, on parle des hommes, mais pas que. On parle aussi des prêtresses, qui sont des femmes cisgenres, mais qui ont des droits un peu particuliers. On parle aussi des eunuques, qui sont déjà une sorte de forme de non-binarité. Et on parle des Salzikrum. Les historiens qui ont trouvé ce terme l'ont vraiment ignoré pendant quasiment tout le 19e siècle. Dans les années 40, il y a 2 ou 3 historiens anglais et allemands qui se sont bien dit qu'à un moment, il allait falloir s'y intéresser, parce que sinon on n'a pas le texte complet. Et c'est là justement qu'on a des hommes blancs, cisgenres, hétéros, dans une position socio-économique très confortable, dans une société britannique, institutionnelle, très académique, Oxford, des années 40. Et ben ils savent pas, ils tâtonnent un peu avec le concept. Alors on a pu lire d'abord que c'était des lesbiennes, et que comme il y avait relation avec une femme, elles étaient rapprochées des hommes, mais sans être des hommes. Et finalement, dans le texte, on voit que les Salzikrum sont une sorte d'entre-deux. Alors j'aime pas le terme, parce que c'est une réalité en soi, mais qui ont les droits des prêtresses, qui ont certains droits des femmes cisgenres, mais qui n'ont pas exactement tous les droits des hommes cisgenres non plus. Et le terme lui-même veut dire accole en fait homme et femme. Et de fait, l'interprétation qui semble la plus logique, c'est qu'on avait une forme de non-binarité qui, du fait de certains codes de féminité, se rapproche plus du droit des femmes cisgenres, mais qui en même temps, du fait d'une assignation masculine dans une société qui est quand même un peu patriarcale, on va pas se mentir, ont certains droits plus avancés en termes d'héritage, en termes d'adoption, qui sont ceux des hommes cisgenres. Alors, on n'a pas suffisamment de sources, il y a que 2 textes qui mentionnent vraiment les Salzikrum. Peut-être que l'archéologie nous donnera plus de traces, mais à l'heure actuelle, cette lecture qui fait appel aussi aux connaissances en termes de genre, à de la diversité de genre, elle semble prouver une présence trans en fait. Ouais. Mais je trouve ça, c'est assez incroyable. Et par ailleurs, il y a de plus en plus de textes qui sont relus par le prisme des études de genre, qui montrent que notamment dans la société romaine antique, impériale, les personnes trans, elles étaient là, qu'elles avaient des rôles à peu près fixés, soit et c'est assez, ça nous semble assez paradoxal, parce que soit c'était des rôles liés au travail du sexe, soit à la spiritualité. Donc on sait aussi qu'il y avait que les personnes intersexes étaient vues en tant que personnes intersexes, mais que manque de peau dans la société romaine antique, on les noyait souvent parce que c'était vu comme vraiment quelque chose de très néfaste. Donc cette existence d'une diversité, ça fait toujours plaisir d'être noyé, je crois. Donc voilà, ça montre à quel point la diversité à la fois des corps et des identités et des genres, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Et là, c'est des périodes très anciennes pour lesquelles on a des incertitudes en termes de sources, mais il y en a d'autres où, c'est évident, c'est vraiment évident. Où au XVIe siècle, début XVIIe, on a
un conquistador espagnol qui est un homme trans, qui dans son autobiographie parle de sa transition médicale, comment alors il dit qu'il a fait sécher ses seins entre guillemets. Et ça aussi c'est très intéressant, ça montre que les personnes trans non seulement elles ont toujours existé, mais qu'elles ont aussi participé au système de domination, parce que conquistador quand même. Et que en fait la question du genre, elle doit être lue avec d'autres facteurs, la question de la race, de la classe. Voilà, c'est moi je trouve ça primordial en fait d'avoir ces éléments-là, quoi. Ça apprend tellement de choses. Comment est-ce que tu penses que l'art peut participer à faire évoluer les mentalités ? C'est une bonne question. Je crois que l'art c'est déjà une façon de se voir représenté et qu'on en a besoin. Je crois aussi que l'art, on a une culture qui fait qu'il y a une vraie dignité qui est accordée à l'art. Et qui du coup, quand il s'agit de montrer par l'art des minorités sociales, c'est pas valable que pour les personnes trans d'ailleurs, ça crée une dignité qui nous est tellement souvent refusée. Je crois aussi que c'est toujours dans cette lignée de la dignité, c'est le fait de faire rentrer certaines identités et leurs images dans des espaces qui nous sont complètement inaccessible parce que l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, il y a des vrais freins pour certaines minorités sociales. Tu penses à quel lieu ? Les musées, les librairies, enfin les bibliothèques, les librairies aussi, mais c'est les festivals, les galeries. Il y a eu une exposition qui était très intéressante. C'était il y a déjà 2 ans maintenant, qui s'appelait Sortir de l'hétérosexualité. Et qui montrait en fait qui montrait cette diversité des corps, qui déconstruisait, qui détricotait l'hétérosexualité, mais aussi la cisnormativité. Et en fait, même au-delà du propos de fond, arriver dans une galerie institutionnelle, enfin voilà, très bien comme il faut, et voir des photos de personnes trans. Je crois que ça change le rapport, ça change le regard. On n'a plus cette image de Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure, qui est ignoble. On a une image qui est beaucoup plus digne, qui est apaisée. Et je crois que ça fait réfléchir autrement, en fait. Donc, le rôle de l'art, je veux en tout cas qu'il soit important. Et je crois que l'éducation est peut-être plus importante encore. Est-ce que tu penses à des artistes qui sont justement en train de changer les choses ? Et sous quelle forme ça prend ? Parce que je me demande, tu vois, il y a plein de différentes formes d'art, que ce soit pictural ou enfin, tu vois, dans l'art contemporain, ça prend plein de formes différentes. Ah oui, bien sûr. Oui, je pense à plein de personnes. Et c'est intéressant justement ce rapport à quelles formes d'art sont investies par notamment les personnes trans. C'est que il y a très peu d'artistes qui sont des personnes trans qui font du portrait à l'huile, qui est un médium très très traditionnel. Par contre, on peut citer par exemple Mike Batman, qui fait notamment des portraits, qui fait de la représentation un peu allégorique au bic. Donc il y a vraiment un truc au stylo, au stylo bic. Okay. Où il y a vraiment un truc de l'accessibilité du moyen. On peut s'acheter un bic facilement, c'est rapide, c'est plus rapide à travailler qu'une peinture à l'huile, encore une fois. On est plus habitué au quotidien vraiment concrètement à avoir un bic que de la peinture à l'huile, donc il y a ce truc là. Le digital aussi est très investi, et là aussi ça parle de cet espace numérique qui est beaucoup plus contrôlable pour qu'on nous voit nous pour de vrai. Donc oui, il y a vraiment ces moyens qui permettent un contrôle, alors que des formats, des supports plus traditionnels en un sens, comme le cinéma, comme les séries, c'est encore des moyens ça demande encore des moyens, même matériels, qui nous sont inaccessibles. Et ce qui est fait est encore contrôlé par des personnes cisgenres et montre ce qui préoccupe les personnes cisgenres, ce qui pose curiosité aux personnes cisgenres, et c'est souvent très mal fait en fait. Ouais, donc, quand bien même il y aurait en fait des représentations de personnes trans, malheureusement, on tombe dans les clichés au niveau de représentation. Beaucoup, et puis c'est toujours les mêmes sujets en fait qui sont abordés.
et qui laisse dans l'ombre des choses qui seraient très intéressantes à montrer, qui donneraient une full picture, comme on dit en anglais, et qui finalement sont les vrais sujets qu'il faut montrer pour lesquels et sur lesquels il faut se poser des questions. On nous montre toujours comme seul montrer des représentations, des actions de solidarité dans la communauté. On nous montre toujours comme dans des situations de plutôt dating, de sexualité, de romance, parler en fait des problèmes économiques par exemple. Donc ouais, c'est le cinéma. À chaque fois, c'est très réducteur en fait. Ouais. Et puis, en fait, les personnages sont pas construits. C'est un trans, une trans. On pourrait les interposer, les interchanger de films. Finalement, c'est un peu toujours la même narration, donc ça marcherait. Donc écrivez des vrais personnages, écrivez des psychologies derrière ces personnages, faites-les vivre autre chose que leur transition, parce que dans les faits on vit plein de trucs au quotidien, donc faites-les faire avancer l'histoire, qu'ils soient pas juste là pour oui. Mais ça c'est comme quand on quand on s'intéresse aux personnes racisées, les faites pas mourir en premier en fait. Oui. Alors que je sais pas s'il existe une stat là-dessus, mais je crois que je suis sûr qu'il doit y en avoir. Pas encore vu, mais c'est délirant. Oui, c'est donc l'art, c'est investi. Il y a plein de choses qui sont faites. Il y a même de la musique où il y a des artistes qui sont des personnes trans qui abordent pas forcément la transidentité, mais il y a une certaine saveur. Et puis même savoir que c'est des personnes trans, ça crée un espace de refuge. Je pense par exemple à l'artiste Sophie qui est récemment décédée, qui était vraiment, qui faisait de l'électro assez, la DJ, qui faisait des choses assez géniales. La photographie est très investie aussi, et je crois que ça c'est intéressant, c'est que les présences trans en art, elles ont dès le début du XXe siècle utilisé la photographie. Je pense à l'œuvre de Claude Carin, qui a fait de l'autoportrait et qui disait quand même que neutre est le seul genre qui toujours m'aille ou me convienne. Je sais plus la citation exacte, mais enfin c'est assez évident en fait. Et encore aujourd'hui, la photo c'est un moyen d'immédiateté, un moyen de montrer une réalité même matérielle du corps, de situations même matérielles aussi autour du corps. Donc il y a un vrai investissement, et il y a aussi des initiatives culturelles, notamment des festivals. Je pense à la Queer Week à Paris, qui fait une foire aux zines, mais qui fait aussi des expos, des tables rondes. Donc je pense que globalement c'est quand même le texte, l'écrit qui est le plus utilisé, mais il y a une vraie diversité, il y a une vraie effervescence, et ça c'est super. Comment est-ce qu'on peut être un ou une bonne alliée? Il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Je crois que ce qu'on disait dans se créer des nouveaux réflexes, c'est une vraie bonne idée, mais ça demande aussi du coup de remettre en question sa place et ses automatismes. Et on disait que finalement le genre d'une personne, il se voit pas. C'est un automatisme une réflexion qui me semble importante à intégrer à son quotidien, de dire, si ça se trouve, dans les personnes que je croise, il y en a plein qui peuvent être trans. Intégrer le fait que la présence trans, c'est une réalité qui peut être quotidienne. On est partout, Marine Le Pen pourrait le dire à notre propos. On est là et on occupe plein de postes, on fait des études, on a des jobs complètement différents, on a des opinions politiques même très différentes, donc plus voir la présence trans comme une espèce d'anomalie très marginale. Ensuite réfléchir à du coup comment on parle des personnes trans, et puis aussi s'envisager comme un vecteur d'empathie, de bienveillance, en plus des connaissances qui sont nécessaires à aborder, mais ça prend du temps, on apprend tout le temps, donc voilà. Déjà aussi s'envisager comme je peux entendre, je dois écouter avec bienveillance sans remettre systématiquement en question. Il y a aussi la question des privilèges. Je sais que le mot hérisse spontanément beaucoup de personnes, mais c'est un fait. Comprendre qu'on a des privilèges et pouvoir les utiliser. Par exemple, une personne cisgenre, elle sera toujours plus écoutée et plus crue qu'une personne trans. Donc une personne cisgenre qui va dire, par exemple, devant une blague un peu transphobe, en fait non, c'est pas juste, ça se fait pas, ça se dit pas, qui va rediriger vers d'autres ressources de personnes concernées. C'est un vrai truc qui peut être intégré au quotidien, en fait, je crois. Mais t'as une phrase très très juste là-dessus sur le pseudo-humour. Tu écris, si vous pensez qu'on peut plus rien dire, dites-vous juste que vous ne pouvez plus discriminer impunément. Oui, bien sûr. Je trouvais que c'était hyper bien résumé. En fait, ce qui est terrible, c'est que moi, je cherche pas à empêcher les personnes de penser ce qu'elles veulent. Elles peuvent
tout penser, même que j'ai pas le droit d'exister. Si vous voulez le penser, mais pensez-le, vraiment. Mais en fait, si vous, par contre, si vous pensez que vous allez pouvoir venir me le dire sans que je réponde quoi que ce soit, bah non, parce que c'est une question de dignité humaine, c'est même pas une question de politique, c'est une question de dignité humaine. On peut pas demander à des gens de se laisser écraser sans rien dire, sans rien faire. Et effectivement, on peut encore continuer de tout dire. Alors certaines choses tombent sous le coup de la loi, donc ça c'est commode et il faut pas s'étonner si voilà, hein, mais on peut encore tout dire. Mais par contre, les personnes peuvent aussi répondre en face. Ce qui montre à quel point on peut dire encore plus de choses qu'avant. C'est que des minorités sociales, les personnes racisées, les personnes trans, on parle de plus en plus. Donc finalement, c'est que quand même, la parole, elle est de plus en plus riche, je crois. Ouais. Mais finalement, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette attitude où croire que chercher à limiter la discrimination, c'est une violence en fait. C'est que quel est l'intérêt ? On peut plus rien dire. Quel est l'intérêt en fait de traiter une personne de sale travelot, d'erreur de la nature, de monstre ? C'est des choses que j'ai entendues mais des dizaines de fois. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt à part faire comprendre qu'on se sent outragé, qu'on se sent menacé ? En fait, ça n'en a aucun. Ça n'en a et pas. puis c'est quoi la menace en fait ? Ça, on pourrait l'analyser sociologiquement. La sensation de menace face à des minorités sociales, elle est très vraie et elle a des racines hyper historiques. Je pense que une personne trans, elle remet en question un ordre très clair de un homme, une femme, des enfants, compatibilité biologique. Une maman, oui. D'une compatibilité biologique, d'un fonctionnement qui va de soi, qui est facile. Soi-disant. Oui, soi-disant, parce que bon, voilà, déjà des femmes cisgenres qui naissent sans utérus. L'actualité en a parlé puisqu'on a réussi une première greffe d'utérus qui a donné une naissance, c'est trop bien. Mais ça montre à quel point en fait tout est plus compliqué et que le sentiment de menace, il vient finalement d'une vision de la société qui a toujours été hyper limitée. Donc voilà, c'est. Alors que mais finalement l'existence de personnes trans qui du coup est un fait ne remet pas en cause leur privilège en fait. Non, bien sûr que non. Quelqu'un qui est une personne cisgenre, hétéro, mariée, quelle que soit sa vie, en fait, c'est quoi le problème ? C'est exactement la même question que le mariage pour tous. Ouais, en fait. absolument. Si vous pouvez vous marier, mais mariez-vous, faites ce que vous voulez. Et après, quel est N'empêchez pas les autres de faire pareil. Enfin. Oui, mais cette croyance que plus de droits pour nous, c'est moins pour vous, elle est aussi très présente, on nous la renvoie souvent. Non, bien sûr que non. On milite pas pour vous retirer des droits, hein. On milite pour nous en avoir un peu plus. Non, il y a beaucoup de choses qui finalement écrire, ça a été intéressant pour ça aussi, c'est que sur Instagram, dans mon parcours militant, j'ai toujours tenu à essayer de déconstruire les choses pour leur faire sens, pour montrer que ça vient de quelque part, et ça vient de quelque part. Mais là, en écrivant et en condensant un peu tout, en synthétisant, il y a tellement une fois où je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien. En fait, ça n'a pas de sens. Et ça a une construction, mais elle est dépassée, quoi. Enfin, je crois qu'elle repose sur finalement du vent, ouais. Donc voilà. Et je pense que vraiment pour avoir l'occasion de pouvoir parler très calmement, juste en se demandant, en se posant des questions qui peuvent avoir l'air très basiques de pourquoi tu penses ça, pourquoi ça te fait rire de dire qu'une meuf, je sais pas, elle est bonne juste parce qu'elle porte une jupe. Pourquoi est-ce que c'est drôle? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Je pense que ça peut en vrai régler plein de choses. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. Moi, je sais que j'ai très rarement envie de parler à des transphobes, mais... Ah bon? Ouais, je sais, voilà. J'y mets pas de la bonne volonté. Hein. Ouais. Tu évoquais quand pour être un ou une bonne alliée, on peut aussi partager effectivement la parole. C'est ce que Lorraine Bastide prône depuis des années. Et c'est ce qu'elle fait avec La Foudre. Elle fait merveilleusement bien. Ouais. De partager des ressources et de donner la parole effectivement quand on a un espace et on peut, en fait, on l'a très vite. Mine de rien, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, on l'a assez facilement. Nous, à la librairie, on a une vitrine, on a un micro, et après, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à qui on donne le micro. Et pour les ressources, justement, il y a les livres de Paul Boyd-Preciado, il y a le livre de Julia Serrano, Judith Butler, Leslie Feinberg. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu auras envie de conseiller?
Oui, alors Preciado, Feinberg, c'est pas les choses les plus accessibles. C'est ça qui est assez terrible, et c'est ça aussi qui montre un peu l'approche qu'on a en France dans la publication. C'est que c'est soit vraiment de l'essai extrêmement sérieux. Judith Butler, je ne sais pas honnêtement qui réussit à lire Judith Butler de A à Z. Moi, je m'arrête à chaque fois. Hein. C'est dur, c'est dense, c'est voilà, faut y aller. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment dans le monde de la BD et du roman graphique. Je pense aux œuvres de Sophie Labelle, qui est une autrice québécoise, qui est une jeune femme trans, qui fait plein de choses aussi qui sont très axées pour un public jeune. Là, elle ressort d'ailleurs un roman graphique, je crois, qui est axé 8-18 ans, donc c'est une fourchette voilà, qui permet quand même aussi de rendre le truc très accessible. Il y a une BD qui est critiquable, mais qui, moi, en français, me semble accessible et permettre, notamment pour des parents, de vraiment comprendre et un peu débroussailler. C'est la BD Appelez-moi Nathan. Ouais, on avait reçu. Elle fait débat dans la communauté, je comprends pourquoi, mais je pense que pour un parent, un proche, un prof, c'est une première approche qui est déjà qui est déjà intéressante. Et puis après, effectivement, c'est virtuel. Hein. Je parlais du compte Préparez-vous. Non, pas Préparez-vous pour la bagarre. On l'adore, mais je pensais au compte Bienveillance en spray, qui fait des petites BD. Pour moi, c'est l'un des formats et un des comptes d'Instagram que je préfère parce que c'est vraiment la petite BD en 10 slides. Donc c'est vraiment un format qui est très clair. Et moi, c'est celui que je trouve le plus partageable. C'est-à-dire que 10 slides, un dessin clair, un propos clair. Quand on se pose une question, on peut y avoir une réponse très concrète. Ça se lit dans le métro, ça se lit en épluchant les carottes. Donc non, il y a plein de choses qui existent. Il faudrait qu'il y en ait encore plus quand même. C'est en cours, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en termes de publication. Oui. Publication. Ouais, ça va peut-être pas assez vite à mon goût. Ouais, non, mais bien sûr. Mais il y a plein d'angles morts, en fait. Des publications sur les non-binarités, ça n'existe pas. Il y a encore une fois, on est dans une période qui est assez charnière, j'ai l'impression, parce que, et en même temps, on a toujours dit ça, mais, et en même temps, nous, militantes trans, on reprend les revendications d'il y a 40 ans, donc bon, c'est un peu biaisé comme vision, mais la visibilité, elle est de plus en plus importante. Ça, c'est indéniable. Donc, il y a plus qu'à. Tu évoques d'autres minorités, d'autres discriminations, et tu en parles un peu dans le livre, justement. Ouais. Est-ce qu'il est temps de faire une convergence des luttes ? Bien sûr. C'est aussi ma façon d'utiliser mes privilèges. Parce que je suis blanche, parce que je suis valide, parce que je suis mince, parce que j'ai fait des études supérieures, parce que dans ma communauté, je suis loin d'être précaire. En tout cas la plus précaire. Donc c'est aussi ma façon d'essayer d'être une alliée active. Et puis parce que de toute façon, la convergence, elle existe d'elle-même. Les femmes trans sont des femmes, mais les femmes trans vivent à la fois des spécificités dans la transmisogynie, et il y a on met pas assez en lumière à quel point les violences patriarcales, elles sont subies en commun par les femmes trans et les femmes cisgenres, à quel point la fétichisation sexuelle, elle est vécue en commun par les femmes trans et les femmes racisées, et que en fait, si les dynamiques, elles prennent pas les mêmes formes, s'il y a pas les mêmes mots, les conséquences, c'est les mêmes, et les sources, c'est les mêmes. Donc, il y a un moment, si on s'y met ensemble, ça fait quand même. Il y a une question aussi de chiffres à un moment, hein, tout bêtement. Hein, si on est plus nombreuses à dire, à pointer du doigt les mêmes problèmes, je crois que ça permet de les identifier. Oui, plus clairement, plus nettement, et de pouvoir agir plus directement dessus. C'est peut-être très naïf de le penser comme ça, mais non, je pense pas. Ça me semble juste logique. Et puis c'est aussi une question, je crois, juste d'empathie aussi, en fait, de se dire, en fait, peut-être même que je comprends pas. Je crois aussi que c'est une question juste d'empathie, on n'a pas forcément besoin de se comprendre, mais en fait, le fait de juste subir des discriminations qui sont systémiques, dans notre côté, c'est un peu triste, et juste pouvoir la voir et compatir avec une autre violence systémique et se dire, en fait, je vais pas la continuer d'accepter, parce que moi aussi j'en subis une, et on va se soutenir, et on va aussi apprendre à se comprendre pour de vrai. Ça fait se sentir moins seul dans l'espace social quand même. Donc il est grand temps que ça se mette en place, mais j'ai quand même l'impression, même dans les féminismes,
que c'est pas facile. C'est pas simple, non. Non, c'est pas simple, et c'est un truc sur lequel je suis le plus critiqué sur Instagram notamment, c'est que honnêtement, moi, ça me fait tellement de mal qu'il y ait plein de sujets qui nous ignorent, nous, femmes trans. Enfin, les violences sexistes, sexuelles, les viols, on en subit, en fait. On en subit. Et il y a encore plein de... notamment, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais il y a encore plein de foyers d'accueil de victimes de violences sexistes et sexuelles qui refusent l'accueil aux femmes trans. Avec en creux la rhétorique de on fait pas entrer l'arme du crime, le loup dans la bergerie, quoi. C'est un abandon de victimes. C'est un abandon de victimes qui ont subi les mêmes choses par les mêmes personnes, parce qu'on va pas se mentir, 99% des personnes qui violent, ce sont des hommes cisgenres. Pourquoi ? Et en fait, ça m'est tellement insupportable en tant que victime aussi, en tant que survivante, que oui, je critique d'autres femmes. Et ça passe pas bien. D'accord, ouais, c'est ça. Et en fait, je crois que c'est un vrai enjeu, cette question de l'autocritique dans les féminismes. Ouais. C'est que demander une vraie exigence intellectuelle, une vraie exigence éthique, émotionnelle, c'est pas détruire le mouvement, c'est le rendre plus fort. Donc voilà, c'est pas gagné, mais j'espère que ça va avancer. Non, c'est aussi appliquer la philosophie en fait des féminismes. C'est tout simplement appliquer à soi-même ce qu'on prône d'habitude aux autres. Donc c'est là aussi être cohérent. Oui, oui, ça c'est sûr. Et c'est là aussi où je crois qu'il y a une vraie convergence très théorique, c'est que l'un des enjeux du féminisme dans la première, la deuxième vague, ça a été de dire une femme, c'est pas un utérus sur pattes en fait. Fun fact, les personnes trans, les femmes trans disent la même chose. Donc nickel, on est d'accord. Voilà, c'est parfait. Et alors ma dernière question, justement, c'est au niveau politique. J'entends vraiment au niveau d'un État, d'une nation. Qu'est-ce qui serait des vraies solutions ? Est-ce que ce serait sous quelle forme ? Est-ce que ce serait par des représentations, c'est-à-dire des nominations de personnes trans à des postes clés comme des ministres ? Est-ce que c'est une question économique de budget ? Est-ce que c'est une question d'éducation ? J'entends milieu scolaire. Oui. C'est tout ça. C'est tout ça en même temps et même plus. C'est-à-dire que, effectivement, la question économique, elle est là. Donner plus de moyens aux associations. Il y a une personnalité que j'admire, qui est certainement la personnalité que j'admire le plus, c'est Giovanna Rincon, qui est présidente et cofondatrice de l'association Acceptez Transgenre, qui a un regard qui est assez incroyable de pertinence et qui est toujours dans cette attitude de le théorique, c'est très bien, c'est hyper intéressant. Concrètement, matériellement, quelle est la situation, quels sont les besoins, comment on agit. Et en fait, de fait, aujourd'hui, quand on prend en compte notre contexte social, les associations sur le terrain font le boulot de l'État. C'est, encore une fois, Accept ST qui a créé le FAST, un fonds d'action solidaire transgenre qui distribue des colis alimentaires, qui finance des nuits d'hôtel pour les personnes en situation de violence, notamment les jeunes trans. C'est pas l'État. L'État a même refusé de mettre en place des nuits d'hôtel pendant le confinement pour les personnes queer, les jeunes queer, qui voulaient fuir leur famille. Voilà. Donc, les groupes de parole sont de plus en plus nombreux et ils sont faits sur Discord par des militants, des militantes qui, à côté de ça, ont leur boulot, doivent payer leur loyer. Donc, effectivement, la question de redistribuer plus de moyens. Qui soient matériels, des espaces pour les associations, parce que ça manque terriblement, les locaux. Des moyens financiers, ça manque encore plus. La question de la représentation et des espaces politiques, elle est centrale. Et là, il y a deux stratégies dans la communauté qui, à mon sens, sont complémentaires et qui font sens, encore une fois, dans notre contexte concret. Il y a la situation de intégrer le système pour pouvoir le modifier, se faire élire à des postes politiques, devenir prof, devenir médecin, pour vraiment pallier au manque. En termes de médecine, avoir des spécialistes de santé trans, c'est plus que nécessaire parce qu'il y a beaucoup de refus de prise en charge de personnes trans par des spécialistes dans à peu près toutes les disciplines. Moi, j'ai reçu le témoignage d'une jeune femme trans à Strasbourg elle avait 27 ans, je crois, qui me disait que son dentiste avait refusé de la prendre en charge pour une carie, un truc très bête, quand il avait compris avec sa carte vitale que le chiffre était pas... Donc voilà. Ouais, tu parles aussi d'un pharmacien qui est... Oui, alors les pharmaciens, là on en a, les témoignages ils sont hyper nombreux et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas assez de données chiffrées, sourcées, de statistiques, parce qu'en France les données dites communautaires, c'est un énorme non-non.
Mais les témoignages, moi, mais même des amis, des potes, il y a plein de potes qui disent oui, bah en fait, j'ai voulu aller prendre mon traitement et on m'a dit que il y en avait plus beaucoup en stock et qu'il fallait le garder pour les gens qui en avaient vraiment besoin. Sous-entendu les personnes cisgenres, notamment qui sont en déficit hormonaux. Bah ouais. Donc cette stratégie de on gagne ces espaces, on y participe, on y fait entendre nos voix, c'en est une. Et l'autre, c'est vraiment on collabore pas. On collabore pas, on met en place nos stratégies pour nous, par nous. Et en fait, je crois que les deux, elles sont complémentaires. Je crois que les deux, elles sont nécessaires parce qu'effectivement, aujourd'hui, la communauté trans, et en France, parler de communauté, c'est tout de suite, on veut se désolidariser de la République, la détruire de l'intérieur. En fait, le besoin de communauté, il est concret, c'est parce que la République nous voit pas. Parce qu'il y a ce mythe de l'universalisme, du rayonnement culturel français, de la société française comme homogène. Non, on est une société multiculturelle, on a des diversités de genres et la communauté, elle prend le relais dans plein d'endroits. Même juste pour, face à la transphobie au quotidien, avoir un endroit où on pourra parler et pas risquer plus de moqueries, plus de mépris et même être compris, être comprise. Donc les deux doivent coexister à mon sens jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit plus nécessaire peut-être. Je sais pas laquelle, je sais pas dans quel ordre, je sais pas dans quel sens ça se fera, mais de toute façon, on a besoin d'agir le plus possible. L'éducation, c'est central, vraiment, c'est déterminant. On a besoin de former, mais que ce soit les personnels administratifs, les personnels politiques, dans l'éducation nationale, les administrations, les CPE. Enfin, récemment, fin 2020, on a quand même appris le suicide d'une jeune femme trans de 17 ans. Et on a eu, quand on a voulu comprendre un peu ce qui s'était passé, on a des vidéos d'interaction avec sa CPE qui sont ignobles, où la CPE explique que c'est un manque de respect, que tu peux pas t'habiller d'une telle façon, que faut penser aux autres, que ça peut choquer. Et en fait, on a étouffé sa possibilité d'être elle-même à cette jeune femme, bah si bien que la seule possibilité qui lui restait pour elle se sentir, pour pas étouffer, c'est de plus exister. Elle était en parfaite santé, elle avait des amis qui la soutenaient. C'est pas viable. Une société qui pousse certaines de ces jeunes à se suicider parce qu'il y a rien de possible dans leur chemin de vie, ça n'est pas viable. Et je crois encore une fois que oui, c'est politique, mais que c'est une question de... Je comprends pas comment on peut pas se dire oui, bah non, c'est choquant, oui, bah non, c'est une question d'empathie humaine en fait. À qui ça fait plaisir de dire cette jeune de 17 ans, elle se suicide. Mais ça devrait faire plaisir à personne. Seulement comme elle était trans, il y a des personnes qui se disent, bah, d'accord, c'est logique. Donc ouais, l'éducation, c'est central. Et à ce sujet, je crois que c'est important de rappeler que on apprend toujours, toute la vie, à tous les âges, et que c'est chouette d'apprendre des choses. Donc voilà. Autant s'écouter et apprendre mutuellement. Je voudrais finir sur... En fait, c'était pas ma dernière question. Est-ce que, en fait, je sais pas comment t'as trouvé le temps de faire tout ça, tu vois, parce que ça prend un temps fou de militer. Ça prend un temps fou de militer sur Instagram, ouais. De créer des posts, etc., avec des ressources aussi précises et aussi pédagogiques vu comment tu le fais. Plus d'écrire un livre. Et plus, je voudrais aussi parler de fatigue militante, parce qu'en fait, tu l'as dit, tu reçois des messages d'une violence quand même qui sont indescriptibles. Comment tu fais pour gérer ça ? Je pense que je sépare assez bien Lexi qui milite, qui a les privilèges qui a l'envie de le faire, et Lexi qui milite pas, et qui... plus maintenant, mais qui allait en soirée boire un mojito et qui refusait de parler de genre. Donc voilà, cette division, elle est importante. Et puis justement, c'est assez lié à ce qu'on disait juste avant, c'est que en fait, je suis pas seule et que avoir mes frères, mes sœurs trans au quotidien, avec qui on se soutient, on intervisibilise, on co-visibilise ce qu'on fait. En fait, ça aide énormément. Il y a aussi des moments où honnêtement je n'y pense absolument pas et où je fais des crêpes en regardant des vidéos de pandas qui mangent des carottes. C'est un vrai truc, les vidéos de pandas qui mangent des carottes sur Instagram, c'est assez mignon. Non, il y a une vraie séparation à faire, c'est-à-dire que
évidemment que je suis moi quand je milite et quand voilà je réponds à des interviews, quand je participe à des podcasts. Mais il y a une attitude qui est pas exactement la même. Je sais que je suis là pour répondre, donc et je veux le faire, donc voilà. Alors que quand je vais juste faire mes courses, je répondrai jamais aux questions de personnes comme ça. Voilà. Donc il y a ça. Après la fatigue militante, elle est là, voilà, on peut pas la nier. Et j'ai pas vraiment de bons conseils à donner parce que je me néglige beaucoup et je néglige beaucoup ma santé mentale. Donc c'est un travail en cours. Ouais, c'est un travail en cours. Mais en fait c'est finalement transitionner m'a rendu beaucoup plus à l'écoute de ça. C'est-à-dire que ça a été un vrai chemin de bienveillance envers moi-même, envers mon corps. C'est un parcours très très beau pour moi. Et que c'est ça en fait qui me fait me rendre compte que j'ai qu'un corps, c'est mon corps, qu'il me permet de transitionner, que c'est déjà hyper bien, qu'il est en bonne santé, et que je dois aussi lui rendre toutes les possibilités physiques qu'il me donne. Donc, mais on a toujours envie d'en faire plus et on a toujours envie d'être utile. Donc la tentation de forcer un peu, elle est là. Elle est là. Mais t'as le temps en même temps, j'ai découvert que tu avais genre 25 ans, quelque chose comme ça. Oui, j'ai 25 ans. Hyper jeune, donc... Je pense aussi que ce qui aide, c'est de se souvenir pourquoi on milite. Et que, en fait, d'autant plus que là, honnêtement, période de promotion, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de flatterie. Et je veux pas dire de la flatterie, de la basse flatterie très mauvaise. Non, je pense que c'est honnête et ça fait plaisir. Mais je pense qu'on peut s'y perdre quand on prend de la visibilité comme ça. En fait, se rappeler que c'est une question de droit, que c'est une question de dignité humaine, que derrière, on a des amis qui meurent par dizaines, littéralement. Se rappeler pourquoi, ça remotive, ça recentre aussi sur comment, quels mots. Donc c'est voilà, ça. Et puis c'est important de garder cette humilité parce que je pense que si on y mêle de l'ego, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que oui, je reçois des messages ignobles, mais il y en a beaucoup qui finalement ne sont pas destinés à moi, mais à la personne trans visible qui dit des choses. Tu représentes. Donc voilà, c'est un exercice. Merci Lexi. Mais merci à vous. Vous l'avez compris, tout ça est extrêmement politique. Alors si vous voulez que ça change, vous pouvez partager cette interview par exemple et acheter, lisez et offrez le livre de Lexi, ce sera un très bon début. Ça s'appelle Une histoire de genre et vous pouvez le trouver dans toutes les librairies du réseau Librest et sur notre site librest.com. À bientôt. À bientôt. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.